Salut tout le monde! Aujourd'hui on voit des plantes de plein soleil qui seront adaptées à des conditions difficiles tout en étant mellifères et fleuries. J'ai plusieurs plantes de soleil à installer au jardin, donc c'est parti! J'ai commencé à dégager une plate-bande sur la zone devant le salon. Ça nous permet de voir de nouveau le muret en pierre qu'on avait fait il y a 2 ans et qui disparaissait sous les herbes que la tondeuse n'arrivait pas à tondre. À cet endroit, on a une exposition qui est assez difficile à gérer parce que c'est plein soleil du matin au soir. Donc j'ai choisi des plantes qui pourront supporter la chaleur et la sécheresse et j'intégrerai aussi des légumes de plein soleil. Donc je commence par disposer les plantes aux endroits qui me paraissent les mieux, sachant que cet endroit on le voit surtout depuis le salon. Je commence par un thym commun en bout de plate-bande. Le thym, c'est la plante parfaite pour du plein soleil. Elle adore ces conditions qui vont accentuer la puissance aromatique du feuillage. Donc on va récolter les feuilles au moment de la floraison idéalement, parce que c'est là qu'elles sont les plus riches en éléments aromatiques. Donc il faut les tailler régulièrement, comme ça évite que la plante fasse du vieux bois et elle restera bien compacte. Donc c'est une plante qui est super pour la cuisine et tout un tas de problèmes de santé quand on l'utilise en infusion. C'est pour ça que je préfère la planter proche de la maison pour pouvoir en récolter souvent. Donc c'est une plante qui fait partie de la même famille que le romarin, la sarriette, la lavande, l'origan ou la menthe. Du coup, on en trouve plusieurs sortes. Dans cette plate-bande, j'ai mis donc thym commun, mais j'installe aussi un thym citron qui commence tout juste à fleurir et que les abeilles aiment beaucoup. Un thym citron, j'en ai un deuxième à un autre endroit du jardin. Et je trouve que c'est super joli parce que c'est en fleurs pendant super longtemps. Les abeilles, elles aiment beaucoup. Le port, si on la taille bien, c'est une plante qui garde un port un peu boule. Alors moi, j'ai un peu foiré sur la première plante de thym citron. J'ai pas taillé quand il fallait. Donc je vais essayer de pas me faire avoir cette fois-ci. Ensuite, je continue avec une lavande papillon. Donc elle va dans l'angle. Et elle va apprécier d'être en plein soleil, sachant qu'à cet endroit, il y a pas mal de cailloux dans le sol, ce qui va assurer un bon drainage malgré notre sol argileux. Donc, comme la lavande classique, la lavande papillon, c'est une plante de plein soleil qui va attirer les butineurs avec sa floraison en épi, mais ce qu'elle a d'original, c'est que cette floraison, elle est surmontée de bractées roses ou violettes. En fait, c'est pour ça qu'on appelle cette plante lavande papillon, c'est parce que ça a la forme d'aile de papillon. Donc c'est un feuillage aromatique, persistant. Par contre, elle est un peu moins rustique que la lavande classique. Donc dans une région un peu froide, vaut mieux la cultiver en pot, avec un mélange terre, sable et gravier au fond du pot. Donc comme pour la lavande classique, il faut la tailler, mais toujours sur du bois qui comporte encore du feuillage. Sinon, aucune repousse est possible. Après la floraison, on peut couper les hampes florales pour pas épuiser la plante inutilement. Ici, moi j'ai une plante qui fleurissait déjà dans son pot, donc je vais supprimer les tiges fanées pour essayer de laisser la plante mettre plus d'énergie dans l'enracinement que dans la création de fleurs, de pollen et plus tard de graines. Ensuite, je continue avec un deutzia. Ça va me permettre de mettre en valeur la floraison des lavandes papillons. Du coup, j'ai choisi une variété très compacte parce que je veux pas que ça monte trop. Donc elle va former une touffe d'environ 50 cm, 50-60, et qui se couvre de fleurs blanches bordées de rose au printemps. Ça ressemble un peu aux fleurs de cerisier. Donc c'est une plante qui est très résistante à la sécheresse et aux maladies. Et ce qui est cool, c'est que cette variété-là, elle se marcotte facilement, c'est-à-dire que les tiges en fait, vont s'enraciner facilement en contact du sol et ils vont former des nouveaux plants. Donc je sais que je vais pouvoir le reproduire et avoir des plants gratuitement à installer ailleurs ou à donner. Donc c'est une plante qu'on peut tailler légèrement juste après la floraison.
Donc là, je plante une deuxième lavande papillon. Celle-ci, elle a une floraison un peu plus rose. Et alors, je pense qu'elle se portera mieux parce qu'elle était dans un pot un peu plus grand. Et je le vois déjà rien qu'au feuillage, en fait, elle se porte mieux. L'autre, elle avait déjà tendance presque à s'affaisser un peu. Donc, je pense que celle-ci supportera déjà mieux le transvasement du pot à la pleine terre. L'autre, à mon avis, il lui faudra un petit peu de temps pour s'en remettre. Je pense que ça sera plutôt l'année d'après qu'elle sera au mieux de sa forme. Donc le deuxième deutzia, je le mets pour encadrer la floraison des lavandes papillons, ce qui fait que nous, depuis le salon, quand on est assis, on a vraiment les deux deutzia qui viennent de part et d'autre des lavandes et qui viennent en fait encadrer et mettre en valeur. Ensuite, dans les angles au bout de l'allée, devant la maison, la tondeuse n'arrivait pas à tondre et je me retrouvais toujours avec des énormes touffes dans les coins. Donc j'ai désherbé les deux angles du bout de l'allée et j'y plante donc dans le premier angle une lavande vraie toute seule. Donc c'est lavande classique, ça va fleurir joliment, ça sera assez beau avec le mur blanc derrière, ça sera fin et ça permettra aussi de nourrir les butineurs, donc ça c'est toujours cool. Et en grandissant, en fait, elle viendra prendre vraiment sa place dans l'angle. Et de l'autre côté, donc sur le deuxième angle, j'ai planté deux plantes, donc pareil, plein soleil, lavande et sauge. Voilà, donc j'ai tout planté et je viens de repasser devant un plant, un rejet en fait de jasmin que j'ai récupéré chez une copine et qui attend d'être planté et je pense que je vais faire ça maintenant. Donc ce petit plant là donc de jasmin blanc, je pense que je vais le mettre ici, donc au bout de l'allée, on a ce petit jardin avec la haie diversifiée qui démarre et je pense que je vais le mettre ici au fond entre les deux arbustes et comme ça me permettra à terme d'avoir quelque chose qui vient courir un petit peu sur la palissade. Faudra que j'aille acheter, je pense, du fil de pêche costaud qui se verra pas et du coup que je vais pouvoir disposer sur la palissade pour que le jasmin vienne s'enrouler et grimper dessus. Mais pour l'instant je vais déjà le planter parce que je pense qu'il attend depuis un peu trop longtemps dans son petit pot. Voilà, donc ça sera la dernière plantation du jour et ensuite il me restera à pailler. Au final, je suis retombée sur des succulentes vivaces que j'avais installées il y a 2 ans entre les pierres du muret, donc sur le bout de la plate-bande qu'on a plantée tout à l'heure. Du coup, en fait, j'en installe d'autres parce que c'est des plantes qui vont bien remplir cet espace qui est très petit, très étroit. Et ça supporte hyper bien le soleil qui tape toute la journée à cet endroit.
Donc c'est des petites plantes succulentes originaires de régions montagneuses. Ça pousse dans des terrains difficiles avec peu de substrat et elles demandent quasi aucun entretien ni arrosage. Donc elles vont vite tapisser la zone et l'avantage c'est qu'on peut prélever des bébés tiges pour en installer ailleurs. Ça racine très très bien. Donc dans le même genre de plantes, j'installe un pourpier vivace à la floraison fuchsia qui finira par tapisser aussi la zone. Et c'est la même chose, ça c'est le genre de plante qu'on peut bouturer, si je peux dire, très très bien et qu'on peut du coup disséminer gratuitement un peu partout dans le jardin. Alors ici, donc dans le trou entre le cyprès et la lavande papillon, c'est mettre la sauge aux fleurs jaunes. Mais en fait, je suis en train de me dire que je vais plutôt essayer de bouger ici. En fait, bon là c'est le bazar parce qu'il y a toutes les branches du noyer qui s'est effondrée, donc c'est un peu le bazar. Mais là, on a une sauge en fait qui fait des fleurs violet foncé. Donc je pense que je vais la bouger d'endroit et que je vais la mettre à la place de la sauge jaune que je pensais installer en transition. Donc là, comme ça, j'aurai tout un coin où je vais regrouper les fleurs violet, rose foncé, qui sont mises en valeur aussi par les Deutzia. Et donc ici, j'aurai la sauge violette. Mais je pense qu'on va rester dans les tons violets et on fera la transition vers une autre couleur après le cyprès. Ça sera mieux. Et du coup, le Pittosporum tobirananum, là, il fera la transition lui aussi vers une autre couleur. Et je pense que là, on ira vers les tons jaunes, orangés, saumon. Je vais avoir le temps de m'attaquer à la sauge violette pour la bouger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper au maximum. Les sauges, ça repart hyper vite de façon à retrouver la souche. En fait, j'avais deux souches qui m'ont été données par ma belle-mère. Donc je vais essayer de retrouver les deux, de les dégager, ça repoussera vite. Et comme ça, je vais les transvaser à côté du cyprès. Donc une fois le pied déraciné, je coupe les racines proprement. Il y en a toujours quelques-unes qui se font un peu abîmer lors de l'arrachage. Et je coupe aussi les dernières branches que j'avais pas pu vraiment voir
avec le bazar. Donc elle va pas ressembler à grand chose pour l'instant, mais les sauges, ça repart facilement de la souche, on peut les tailler fortement, donc je m'inquiète pas trop, normalement ça devrait le faire. J'arrose bien pour que la plante reparte correctement et on croise les doigts, on verra dans quelques jours. En attendant, la sauge jaune, j'ai pas le temps de la planter aujourd'hui, mais je vais la tailler elle aussi parce que j'avais oublié de la tailler cet hiver. Elle a commencé à refleurir, mais vous voyez, elle est toute déplumée, elle ressemble plus à grand chose. Donc c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc je coupe tout et d'ici quelques semaines, j'aurai une nouvelle floraison et la plante sera beaucoup plus compacte. Ça me permet aussi, vu qu'elle est en pot, pour l'instant, qu'elle ne perde pas trop d'énergie à vouloir fleurir et qu'elle économise un petit peu son énergie parce que ça fait longtemps qu'elle est en pot et je ne voudrais pas qu'elle s'épuise. Donc c'est important de pailler. Moi j'aurais bien aimé pailler avec du BRF, donc du bois raméal fragmenté. Alors c'est difficile à trouver le vrai BRF. À défaut on trouvait assez facilement du broyat auprès des paysagistes, mais là en ce moment ceux que j'appelle, ils me disent qu'ils ont énormément de demandes, ce qui n'était pas le cas il y a encore un an. Donc le point positif, c'est que du coup le fait de pailler se démocratise et les gens y pensent de plus en plus. Mais du coup le point négatif, c'est qu'il y en a moins pour moi. Donc avant j'avais les paysagistes qui me déposaient leurs broyats, ça leur évitait d'avoir à les mettre en déchetterie professionnelle. Mais voilà, là, pour l'instant je galère un peu à trouver des paysagistes qui ont du broyat. Donc en attendant, comme je veux pas laisser le sol à nu parce qu'il commence quand même à faire chaud, j'ai acheté des sacs d'écorce de pin classique et ça sera toujours mieux que rien. Et dès que j'aurai de quoi pailler avec du broyat, je ferai avec. J'ai bien évidemment le noyer qui est tombé, donc ça a été broyé, vous avez vu le tas de broyat à côté. Donc ça je vais m'en servir pour pailler aussi, notamment la plate-bande de plein soleil. On a nos premières fraises qui commencent à bien pousser, donc ça c'est top. J'en ai vu une qui avait commencé à rosir, mais elle s'est fait à moitié manger. Donc faudra que je surveille tout ça, mais en tout cas c'est cool, ça fait toujours plaisir quand les premières récoltes commencent. La haie commence à avoir bonne allure. Voilà. Donc maintenant on va pailler la zone qui a été faite tout à l'heure là-bas au bout. Voilà, donc là j'utilise le broyat, malheureusement des branches de notre vieux pin. Ce qu'il y a de bien avec ce genre de broyat, c'est que c'est vraiment un bois qui va se décomposer, nourrir les organismes du sol et créer, à terme, c'est ce qui crée l'humus. Donc c'est très carboné, ce qui n'est pas forcément gênant dans le sens où comme j'ai des plantes fleuries, j'ai pas de problème de fin d'azote, c'est-à-dire que en fait si elles ont un problème d'azote, elles vont d'autant plus fleurir. Donc c'est souvent pour ça aussi que dans les espaces verts,
Les espaces verts dans les villes sont très souvent paillés et d'ailleurs souvent avec un paillis qui se décompose très lentement et qui du coup, je vais dire entre guillemets, affame un peu les plantes et les force à fleurir beaucoup plus. Donc moi le but c'est pas de les affamer non plus. La terre elle est argileuse donc elle est quand même très riche. Ce broyat il va se décomposer et nourrir le sol. Donc affaire à suivre, je vais voir ce que ça donne sur les plantes fleuries et je vais planter quelques légumes de plein soleil aussi dans les jours qui viennent. Donc on va voir ça. Au bout, je mets pas de broyat parce que le but c'est que les sempervivum tapissent le petit coin. Donc je vais les laisser se développer tranquillement. En tout cas, dans un tout petit espace comme ça, on a quand même planté 9 plantes et j'ai encore de la place pour venir y mettre des petits légumes. Donc on continuera tout ça dans les jours qui viennent. Et en attendant, je vous laisse avec quelques images de la nature et j'en ai profité pour aller récolter un peu de menthe et faire une eau infusée.